Il y a 3 ans, je me suis lancé le défi de partir à l'aventure pour découvrir les principaux affluents du bassin versant du lac d'Avignon. Après avoir découvert le ruisseau de Jackson, la rivière Yamaska Sud-Est et le ruisseau Westover, me voici sur les rives du ruisseau North Branch, dernière découverte de cette passionnante aventure. Le ruisseau North Branch prend source dans un étang situé à Bolton West près du chemin Stagecoach qui longe sur une bonne partie de ses 23 km. Il traverse ensuite le village de Brome et termine sa course au parc Case Mills pour former le début de la rivière Yamaska Sud-Est au croisement du ruisseau de Jackson. Tu me demandes de décrire le ruisseau North Branch de façon spontanée. Comment ne pas tomber en amour? Alors, c'est un très beau petit ruisseau et il a l'avantage quand même de couler à un paquet d'endroits où vous devez vous déplacer un petit peu pour admirer sa beauté. Le ruisseau North Branch apparaît sur les très vieilles cartes. La carte de Bouchette, entre autres. On est quand même à 1831. Le ruisseau North Branch apparaît, il est dessiné avec minutie et avec détail, alors qu'il y a un paquet de ruisseaux et de rivières beaucoup plus importants qui n'apparaissent même pas ou qui sont dessinés tout croche. Et la raison, c'est que le chemin Stagecoach, qui est la première route des cantons de l'Est qui reliait la baie Missisquoi du lac Champlain avec le lac Memphremagog, le chemin Stagecoach suit le ruisseau North Branch. Donc, ceux qui l'ont dessiné étaient capables de faire un bon travail. Le chemin Stagecoach, en fait, à l'origine, il s'est appelé The Old Magog Road parce que le but de cette route-là, quand ils ont fait le tracé, c'était pour rejoindre Montréal jusqu'au lac Memphremagog et éventuellement les États-Unis. Le premier tracé est parti de Saint-Jean-sur-Richelieu, a descendu vers la baie Missisquoi et finalement s'est en allé vers l'est pour se rendre jusqu'au lac Memphremagog. Le chemin s'est appelé éventuellement Stagecoach parce qu'il a constitué finalement la première autoroute des cantons de l'Est et les gens n'avaient pas nécessairement de véhicule pour se déplacer de Montréal à Magog, alors ils utilisaient des services de diligence. Évidemment, pour faire le tracé de la route, on s'est fié sur les endroits qui avaient commencé à se développer et les gens s'étaient installés le long des cours d'eau, dont le ruisseau North Branch. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que l'activité économique a amené des gens à continuer de s'installer le long du cours d'eau, créer des petites industries, des moulins, des forges, toutes sortes de petites manufactures au cours du 19e siècle. Mais c'est l'idée qu'on suivait le cours d'eau parce que la base pour s'alimenter et survivre, c'est l'eau. Au départ, comme c'était le seul cours d'eau que les gens connaissaient parce qu'ils suivaient la route ou que la route suivait le cours d'eau, au départ, les gens ont dit, bien, ça c'est la rivière. Il s'est appelé la rivière Yamaska toutes sortes de choses, incluant la branche sud, incluant la branche sud-ouest, de sorte que le nom n'a été détaché de la rivière que relativement récemment. Alors là, on l'a appelé le North Branch Creek. Le mot anglais creek veut à peu près dire ruisseau, mais pas juste ça. De toute façon, un jour, on a passé un gros rabot sur tous les noms du Québec. C'est en 1968. On a raboté tout ça et on a fait des noms français avec tout le monde. C'est devenu le ruisseau North Branch. Et sur les cartes modernes, vous voyez le nom ruisseau North Branch qui va jusqu'en haut, jusqu'à l'étang dans la municipalité de West Bolton.
Avec les années, les gens se sont installés sur les rives du ruisseau et ont commencé à nommer les lieux. Nous avons trouvé une anecdote particulièrement intéressante concernant l'appellation du quartier où prend source le ruisseau North Branch, c'est-à-dire le secteur du chemin Stagecoach et du chemin Fuller. C'était M. Dudley qui avait eu les premières concessions et lui, il trouvait que le paysage était tellement beau qu'il a appelé ça Pleasant Valley, c'est-à-dire la vallée plaisante. Le nom était très positif et les gens aimaient beaucoup ça. Jusqu'au jour où on s'est questionné sur le fait qu'il n'y avait pas d'église. On voulait quand même avoir un service religieux et en attendant d'avoir une église, ils ont avisé la population qu'il allait envoyer un missionnaire qui allait pouvoir leur permettre d'entretenir leur spiritualité. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 2 hommes qui sont arrivés une bonne journée. Ils ont dit, « Nous, on est les missionnaires, on vient vous enseigner la religion. Alors, installez-vous, on va faire des réunions à chaque soir pendant une semaine. » Et à mesure que les réunions avançaient, les gens trouvaient, mon Dieu, il me semble qu'ils sont très sévères, puis ils ont des drôles d'attitudes, puis ils sont très négatifs. Puis là, les gens se sont mis à douter. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, « Je suis pas sûre finalement que c'est des vrais missionnaires. » Alors, la dernière réunion, où là, les 2 missionnaires leur ont dit qu'il fallait qu'ils expient leurs péchés et tout ça, les gens ne disaient rien. Alors là, les missionnaires, ils ont dit, ça prend quelqu'un là qui s'avoue là, officiellement. Et finalement, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit, on considère que vous n'êtes pas de vrais missionnaires. Alors, ramassez vos choses et allez-vous-en, sinon on sort le goudron et les plumes. Alors, les hommes sont partis en vitesse, mais juste avant de partir, ils ont dit une phrase que probablement ils croyaient que c'était vraiment dramatique, et je vais vous la citer. Ils ont dit « O Lord, have mercy on these wretched people, for they are truly a lost nation. » Alors, si on le traduit en français, c'est « Ô Seigneur, aie pitié de ces misérables, car ils sont vraiment une nation perdue. » Alors, les gens ont trouvé ça tellement drôle qu'ils ont décidé de renommer Pleasant Valley The Lost Nation. Je trouve que ces anecdotes apportent tellement de richesse à notre histoire locale. Elles donnent vie à notre passé, comme en témoigne aussi cette histoire de pêche qui s'est déroulée dans le North Branch en plein cœur du village de Brome, au croisement du chemin Stagecoach. Ceux qui circulaient en diligence ou tout simplement à cheval, souvent arrêtaient au village pour manger, pour faire boire les animaux. Et il est arrivé à un moment donné un petit groupe de militaires en 1841 qui ont arrêté au village de Brome. Et le colonel qui dirigeait la troupe, le colonel Gray, après avoir mangé, il s'est dit « Ah, il y a un ruisseau intéressant, on va aller voir si on ne pourrait pas aller taquiner les poissons un petit peu. » Alors, il a sorti son équipement et avec stupéfaction, les gens ont vu qu'il utilisait une technologie nouvelle pour attraper ces poissons. Il faisait de la pêche à la mouche. Alors, les gens de la place l'ont suivi, ont regardé qu'est-ce qu'il allait faire exactement avec ça. Et finalement, le petit groupe a ramassé 7 douzaines de poissons. Alors, ça a été considéré comme une pêche miraculeuse, mais tout d'un coup, les gens savaient ce que c'était la pêche à la mouche. On va parler des poissons. C'est un peu pour ça que je suis là. Alors, le ruisseau North Branch a cette caractéristique-là d'être relativement poissonneux, plus que les ruisseaux Westover et plus que le ruisseau de Jackson, son frère. Et la raison en est bien simple, c'est que c'est un ruisseau qui a une pente régulière. Non seulement il y a une grosseur raisonnable, un débit raisonnable, il y a une pente régulière, donc il y a de l'habitat partout. Il passe à des endroits où il y a un petit peu d'agriculture, il y a de la prairie, il y a toutes sortes de choses, ce qui fait qu'on a une biodiversité qui me semble plus forte, plus répandue. On a plus de choses et on en a plus. Donc, il y a théoriquement plus de poissons dans le ruisseau North Branch. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le ruisseau North Branch? Évidemment, de la petite truite mouchetée, omble de fontaine de son vrai nom. C'est des petites truites qui vont avoir une vingtaine de centimètres. Et ça va arriver à 30 cm
parfois. Et évidemment, c'est des petits poissons qui ne méritent qu'une chose, qu'on les détache très doucement et qu'on les remette à l'eau. Lors de nos recherches historiques, nous avons découvert qu'au moins 6 ou 7 moulins avaient été construits sur les rives du North Branch. Un de ces moulins a appartenu à Lan Westover, descendant du pionnier Moses Westover qui avait opéré un autre moulin 30 ans plus tôt sur le chemin Ely à Sutton avec son plus jeune fils Stephen. Ils sont à l'origine de l'appellation du ruisseau Westover, sujet d'un précédent documentaire. La modernisation des transports amène toutes sortes de circulations sur le chemin Stagecoach et il y a des contrebandiers qui vont se créer un réseau qui circule sur le chemin Stagecoach. Le principe, en fait, c'est simple, c'est que les contrebandiers trouvent un endroit pour faire imprimer de la fausse monnaie américaine et ils s'en vont aux États-Unis avec cet argent-là, achètent des animaux, des marchandises, reviennent au Canada en passant par le chemin Stagecoach et revendent à gros prix ce qu'ils ont acheté avec de la fausse monnaie. Pour imprimer la fausse monnaie, les contrebandiers utilisent des plaques en métal gravées qu'ils mettent dans une presse, mais ça fait beaucoup de bruit. Alors, pour ne pas se faire entendre, ils s'installent dans le moulin assis de Lan Westover situé sur les rives du ruisseau North Branch et actionnent la presse lorsque le moulin fonctionne. Ainsi, le bruit du moulin assis dissimule le bruit de la presse qui imprime les faux billets. Les contrebandiers se réunissent à un endroit particulier qui était la Taverne Prime située sur le chemin Stagecoach près du chemin Mont-Écho. Ce n'était pas un relais de diligence officiel, mais beaucoup de gens s'y arrêtaient pour se reposer et changer les chevaux. Évidemment, on se rassemble là, on prend un verre et ça amène les contrebandiers à avoir un endroit de réunion. Et c'est là qu'il va se passer un événement quand même important. En novembre 1853, les hommes de loi de l'époque dirigés par le huissier Leonard Bourright décident de faire une descente à la Taverne Prime. Alors, ils encerclent les routes autour de la taverne. C'est le branle-bas de combat. Les gens essayent de se sauver et Leonard Bourright, finalement, réussit à arrêter certaines personnes et ils se rendent à l'endroit où on imprime l'argent. Mais finalement, les gens qui sont au moulin, tout près de la Taverne Prime, ils se dépêchent de jeter les plaques dans la rivière, dans le ruisseau North Branch, et de se sauver. Mais il y aura 6 personnes qui vont être inculpées, dont les 2 frères Westover, Stephen et Lyman Allinson, qu'on appelle Lan Westover. Quelques années plus tard, on retrouve une plaque d'impression qui avait été cachée dans le moulin et qui est aujourd'hui conservée au musée Lac-Brome. Pendant que les contrebandiers impriment de la fausse monnaie derrière le bruit assourdissant du moulin Westover, les autres moulins profitent du débit avantageux du North Branch pour produire en toute légalité du bois et de la farine. À l'entrée du village de Brome, dans les années 1860, David Woodsmith opère un moulin à farine et un moulin à scie dont le bois est utilisé pour la fabrication de portes et fenêtres. Quelques années plus tard, son fils Cornelius Smith achète l'emplacement et commence à fabriquer des orgues durant quelques années. Alors, l'entreprise démarre en 1875 dès que Cornelius Smith revient des États-Unis avec l'expertise pour construire des petits orgues de maison et des harmoniums et également des employés compétents qui viennent de Boston. Alors, l'entreprise démarre sur les chapeaux de roue. Ils construisent des orgues et rapidement, les orgues ont une excellente réputation, à un point tel qu'ils participent à un concours en Australie et ils sont primés pour la qualité non seulement de la fabrication des orgues, mais de la sonorité de l'orgue. Alors, tout va bien, sauf que en 1878, le pays est en crise financière et finalement, Cornelius Smith se retrouve avec un surplus d'orgues
et malheureusement, pas assez de commandes. Il est obligé de fermer l'entreprise après seulement 3 ans de fonctionnement. Par la suite, une entreprise de portes et fenêtres est remise en opération au même endroit par un autre propriétaire et le moulin sera opéré jusqu'en 1925. Un petit peu plus tard, au début du 20e siècle, il y a eu une autre industrie qui a été florissante dans le secteur, c'est l'industrie de M. Ernest Palmer, qui était des pompes à eau en bois. Alors, la technologie de la pompe à eau visait à remplacer les vieux puits en pierre là, qu'on avait une potence avec un seau d'eau. C'est vraiment une nouvelle technologie où la pompe est creusée dans le sol et va chercher l'eau à 12 pieds de profondeur. La pompe est construite tout en bois, en pin et en peuplier, mais l'intérieur du tube est en pruche. Pour 2 raisons simples, c'est que la pruche, c'est un bois qui durcit et qui devient très résistant à l'eau. Alors, on évite les infiltrations, mais aussi, ça donne un petit goût à l'eau qui est vraiment intéressant. Le ruisseau North Branch occupe donc une place importante depuis plus de 200 ans pour les habitants de la région. Mais il n'y a pas juste les humains qui ont bénéficié du ruisseau. La faune et la flore bien présentes, comme les libellules, bénéficient grandement de l'eau du ruisseau. Il faut savoir que les libellules sont entièrement dépendantes des milieux aquatiques. Et puis, cette dépendance-là fait en sorte que le premier stade de vie chez les libellules, ça se passe dans les milieux aquatiques, dans l'eau. Et là, à un moment donné, après cette période aquatique-là, vient la période aérienne, terrestre. Il va y avoir l'émergence et puis le stade adulte. Alors, les libellules vont progressivement sortir et émerger du milieu aquatique pour envahir les milieux environnants, donc les milieux forestiers, les milieux naturels en proximité des cours d'eau sont très, très, très importants. Pas de forêt, pas de milieu naturel, pas de libellules, même si le milieu aquatique est là. En fait, les libellules ont un rôle clé dans les écosystèmes. Ce sont des insectes, ce sont des animaux carnassiers, donc qui sont carnivores, qui se nourrissent de proies vivantes essentiellement. Et puis, un des groupes de proies là, de prédilection sont les diptères. Les diptères, on les connaît bien, là, les maringouins, tous les insectes piqueurs qui nous harcèlent durant les beaux mois d'été. Donc, les libellules, à ce niveau-là, sont nos amis là, sans condition. Et puis, et aussi, sont les proies de nombreux animaux, évidemment. Là. Donc, que ce soit les oiseaux, ce soit au niveau aquatique, les poissons. Hein, le stade aquatique des libellules fournit une nourriture de choix aussi pour les poissons. Les amphibiens comme les tritons, comme les grenouilles. Donc, il y a une multitude de prédateurs et il y a une multitude de proies pour les libellules. Donc, un rôle clé comme tel dans les écosystèmes. Chez les libellules, les menaces à la survie de ce groupe animal-là, c'est évidemment l'intégrité des cours d'eau, l'intégrité des plans d'eau, l'urbanisation, l'agriculture, les chantiers de transport, tout ce qui va modifier l'habitat aquatique dans les plans d'eau, évidemment, la pollution, le déboisement, comme je le disais un petit peu plus tôt, pas de forêt autour des plans d'eau, pas de libellules. C'est un insecte, donc on pourrait dire, de bio-indicateur de la qualité de l'environnement. Si vous avez un milieu aquatique de qualité avec un environnement forestier, un environnement naturel tout autour, vous allez avoir une bonne diversité de libellules. Ici, dans le ruisseau North Branch, par exemple, on a un bel exemple de ruisseau forestier avec la qualité de l'eau apparente, grande. On voit la limpidité de cette eau-là. Donc, c'est un habitat de choix et, pour les insectes comme les libellules. Et ici, dans un milieu comme le North Branch, on peut retrouver probablement jusqu'à une quinzaine d'espèces. Des espèces qui ne sont pas, pour certaines, vraiment pas très, très communes. Là. Avec son bassin versant de 74 km², le North Branch amène beaucoup d'eau au lac d'Avignon, réservoir d'eau potable de Cowansville. Depuis quelques années, nous remarquons tous que les périodes d'étiage d'été sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères, c'est-à-dire que le niveau d'eau est plus bas plus longtemps et plus souvent. Par ailleurs,
Les prévisions à long terme sont préoccupantes lorsqu'on regarde les données de l'Atlas de l'eau du gouvernement du Québec. Ce qui est prévu dans les scénarios de changement climatique, c'est des plus longues périodes de sécheresse, de températures élevées en été, mais aussi en hiver, puis aussi des périodes de précipitations assez fortes. Pour les prévisions, les aquifères ou les nappes phréatiques qui sont confinées, qui sont très profondes et dans le roc, sont peu soumis au changement climatique. Donc, il ne devrait pas avoir tant de variations à ce niveau-là. Par contre, les nappes phréatiques de surface ou les nappes phréatiques libres, dans les substrats un peu graveleux, eux vont avoir un impact probablement notable sur le niveau de l'eau. La pression démographique, elle est là. Il va y avoir de plus en plus de demandes en eau aussi dans un contexte de changement climatique. Pour le moment, les bilans hydriques sont positifs dans le sens où les eaux souterraines du bassin versant, ils réussissent à bien se recharger par rapport à la demande en eau. Mais plus il y a de sécheresse, plus il y a de manque d'eau, de température élevée, plus il y a de demande en eau. Du point de vue citoyen, du point de vue agriculture, puis du point de vue industrie aussi. Donc, si on prélève plus d'eau plus vite que la recharge, c'est là qu'il va y avoir un manque d'eau notable. Les milieux naturels sont un atout vraiment incontesté pour la qualité d'eau, pour la quantité d'eau aussi. Il y a des grandes zones de recharge dans le bassin versant du lac d'Avignon. Puis ces grandes zones-là sont surtout en milieu naturel, donc c'est une très bonne nouvelle. Puis il y en a beaucoup aussi dans les montagnes vertes, puis une grande partie est déjà en aire protégée. Donc c'est pour la recharge, c'est une bonne nouvelle pour la qualité et la quantité. Le plan régional des milieux naturels de la MRC Brome-Missisquoi vise justement à protéger 100% des milieux humides et hydriques d'intérêt et à préserver le maximum de milieux naturels pour faire face au changement climatique. D'autres sujets préoccupent les écologistes de la région, dont celui des espèces exotiques envahissantes. Alors, dans Brome-Missisquoi, on a des plantes qu'on suit, des plantes exotiques envahissantes depuis quelques années. La renouée du Japon étant la plus importante, mais on pense à la phragmite aussi qui envahit les marécages. La renouée du Japon, que plusieurs appellent le bambou du Canada, c'est une plante dans la famille des Polygonacées. C'est des plantes qui sont reconnaissables par les nœuds, les articulations sur la tige. Et la disposition en zigzag. On la reconnaît bien aussi parce qu'elle fait des grands massifs denses où à peu près rien d'autre pousse. Donc, elle est distinctive aussi parce qu'avant l'arrivée de l'été, elle peut atteindre 2 mètres de hauteur. Donc elle domine le paysage très rapidement. La renouée du Japon, d'abord, le nom le dit, elle est originaire d'Asie. Elle a été introduite au Canada il y a plusieurs décennies et elle s'est échappée de nos jardins. Elle avait été introduite comme plante ornementale, échappée des jardins, puis aujourd'hui, elle a envahi plusieurs écosystèmes. D'abord, on le voit ici, là, elle laisse de la place à aucune plante. Elle prend toute la place au sol, puis aucune plante indigène implantée peut résister. Il y a de l'ombre, il n'y a pas de place. Et donc, elle diminue grandement la biodiversité végétale. Ensuite, au sol, les rhizomes peuvent avoir jusqu'à 20 ou 30 cm de diamètre, puis vont créer un réseau dense qui va occuper tout l'univers des sols. Donc, elle laisse aucune place pour la croissance d'autres plantes. Pour l'eau, c'est dramatique parce qu'elle empiète sur les berges, elle domine les rives, prenant la place des plantes indigènes comme le saule ou le cornouiller ou l'aulne rugueux, qui, elles, retiennent le sol. Dans une période de crue saisonnière,
La renouée du Japon, elle ne retient pas les sols. Donc, des particules de sol se détachent facilement de la berge, se retrouvent dans l'eau. Les sédiments dans l'eau font une eau trouble, puis affectent la santé de tout le milieu aquatique. L'Union mondiale de la nature a défini la renouée du Japon comme une des pires plantes exotiques envahissantes du monde. C'est un déséquilibre écologique, cette plante-là. C'est une plante qui a pris beaucoup d'ampleur dans les sols perturbés. Je pense que à la hauteur des problèmes de remaniement des sols, on a bougé les sols, on a perturbé les écosystèmes, on a un problème qui est à la hauteur de ce qu'on a causé. Donc, je pense qu'on va trouver des solutions. On va apprendre D'abord, on va contrôler la propagation des thalles. On doit absolument tous la reconnaître. Ce qui m'a frappé au fil de mes 4 documentaires sur nos cours d'eau, c'est de constater à quel point nous avons de magnifiques milieux naturels dans notre région. Mais surtout, à quel point ces milieux naturels-là ne sont plus accessibles. Lorsque j'étais petit dans les années 80, je me souviens qu'on prenait des balades sur les chemins de terre avec mon père et qu'on pouvait débarquer et entrer dans le bois à peu près n'importe où. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment possible de faire ça et ça me rend nostalgique. On se questionne sur les accès au ruisseau North Branch. Un peu comme le ruisseau Jackson, un peu comme le ruisseau Westover. Casse-toi pas la tête, il n'y en a pas. Maintenant, c'est toujours la même chose. On me demande où est la meilleure pêche dans les cantons de l'Est. C'est au Vermont. Le Vermont, contrairement au canton de l'Est, contrairement à la province de Québec, le Vermont a dans sa constitution qu'on peut marcher sur des terres, pas des gazons, là, mais des terres, des grands espaces ouverts. On appelle ça open land. On peut marcher pour aller à la chasse, pour aller à la pêche et pour trapper. Et ça, c'est inscrit dans la Constitution du Vermont. Alors que ici, avec le ruisseau North Branch, en théorie, vous devez demander la permission à tous les propriétaires. La MRC a fait un sondage l'été dernier pour savoir est-ce que la population trouve qu'il y a assez d'accès à la nature, est-ce qu'il y a assez de sites, est-ce que c'est bien aménagé, comment on pourrait faire mieux. Et là, le constat, c'est qu'on pourrait améliorer la situation. 57 % seulement trouvent qu'il y a assez d'accès à la nature dans la MRC, donc d'accès public. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment aider les municipalités, les organismes, les communautés pour augmenter l'offre de sentiers, faire un réseau finalement, là, un réseau d'accès aux milieux naturels. On peut parler de corridors plein air. On veut structurer finalement, là, avoir un plan de match, travailler sur un plan de 10 ans à améliorer l'accès aux milieux naturels en collaboration avec les communautés. Vraiment, là, puis répondre davantage aux besoins de la population, tout en faisant attention aux milieux, à la fragilité des milieux. Donc, il y a tout un équilibre, là, finalement, à atteindre par rapport à la capacité de support de ces écosystèmes-là qui sont sensibles. Mais il y a une volonté d'améliorer la situation, mais ça va prendre vraiment une collaboration soutenue, une mobilisation, travailler avec les propriétaires. D'ailleurs, dans le sondage, on questionnait à savoir est-ce qu'il y a des propriétaires qui ont un intérêt à donner accès à la population par l'entremise d'entente, de servitude d'accès, de droit de passage. Et il y en a plusieurs qui nous ont manifesté leur intérêt. Fait que c'est vraiment intéressant. On veut poursuivre finalement auprès de ces propriétaires-là, aussi avec les municipalités et d'autres partenaires pour travailler vraiment à améliorer l'offre d'accès aux milieux naturels. Donc, plus de sentiers, plus d'accès nature,
pour le bénéfice de la communauté de la MRC. C'est un beau projet collectif. Ce dernier documentaire sur les tributaires du lac d'Avignon m'a permis de découvrir un autre ruisseau magnifique. Un ruisseau en santé qui traverse des paysages variés et qui a occupé une place importante pour les premiers habitants qui sont venus s'installer dans la région. Durant les 3 dernières années, j'ai eu le privilège de découvrir le bassin versant du lac d'Avignon. Ce fut une aventure extraordinaire qui m'a permis de rencontrer des citoyens accueillants et des collaborateurs passionnés. J'ai été fasciné par la richesse de notre histoire locale, par la beauté des paysages et par la qualité de l'eau de nos ruisseaux. J'espère avoir réussi à transmettre mon attachement à nos cours d'eau et à nos milieux naturels. J'espère que nous saurons travailler ensemble afin de les préserver pour les générations futures.